Bienvenue sur Primé par Méandésis. Ceci est le cours de tableau d'humeur. Donc les 6 W, peut-être les 6 Q en français. Je pense que non. Qu'est-ce que c'est un mood board? Eh bien, c'est un collage. Ça sert à mettre des idées abstraites en idées concrètes. Donc, nos idées de conception sont mélangées quand on les dit pas, quand on les écrit pas. Ils sont dans notre tête, sont mélangés avec des émotions, sont pêle-mêle. Qu'est-ce qu'un mood board n'est pas? Un tableau d'humeur n'est pas un outil qui sert à générer des idées aléatoires. C'est un peu le contraire, c'est un processus délibéré qui est pensé profondément, qui est choisi, qui est filtré. Donc, ça sert à quoi? Ça sert... en fait, qu'est-ce que c'est? Ça sert à transformer des idées abstraites en idées concrètes. Donc, les idées abstraites, c'est comme quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas solide. Donc, on a plusieurs petites idées du concept, comme l'eau ici. Il y a plusieurs petites particules d'eau qui va et vient dans tous les sens et on veut pouvoir garder les bons morceaux des mauvais. On veut concrétiser ça. C'est comme un nuage de pensée qui souvent c'est l'erreur qu'on a, c'est de penser que le nuage est correct comme il est. Et souvent c'est ce que je vois. Donc c'est pas aléatoire, c'est un filtrage délibéré qui est testé par vous et d'autres membres de votre équipe. Pourquoi faire un mood board? De mon expérience, ici il y a un petit pot en anglais, désolé pour ça. De mon expérience, ça sert à donner de la personnalité. Et je vais vous raconter mes histoires en fait. J'ai souvent l'expérience de personnes qui viennent me montrer leur œuvre d'art pour avoir mon avis. Et ce que je remarque souvent, c'est que il y a toujours un peu la même chose. Il manque de personnalité. Ça, c'est trop générique. Ou soit c'est pas recherché du tout. Donc c'est un mélange, un blob de choses qui a pas trop de substance, trop de définition. C'est comme j'ai lancé ça parce que c'était mes émotions. Et il n'y a pas d'histoire derrière. Il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est ça, il manque une histoire à l'œuvre d'art. Il manque un passé imaginaire. Ce que ce passé imaginaire-là fait, c'est qu'il donne de la personnalité. Donc encore pour le pourquoi, on peut pas tenir toutes les idées qu'on a. Donc il faut les mettre sur papier, puis retirer ce qui est pas bon, puis ajouter ce qui est mieux. On peut faire ça légèrement dans notre cerveau, mais on peut pas tenir toutes les informations sur un sujet. Et puis il faut savoir que c'est ça le problème souvent qui va vous arriver, c'est de dire mais non, je sais, le design je le connais, là, il est dans ma tête, je sais exactement. C'est un peu comme quand vous avez vous argumentez contre un sujet dans votre tête, mais lorsque vous arrivez pour argumenter dans la vraie vie avec une personne, eh bien ça sort tout croche et ça ne sort pas comme vous pensiez. Encore le pourquoi, c'est aussi pour l'habileté à partager cette idée conceptuelle-là
la mettre en un langage qui est cohérent et qui est compréhensible des autres. Avec qui? Avec qui est-ce qu'on partage? Avec vos clients. Celle-là, c'est évident, les coéquipiers, les chefs d'équipe, les employeurs. Vous pouvez le mettre dans votre portfolio. Pour moi, selon moi, il y a du monde que j'ai entendu souvent dire, des professeurs qui disent non, faites pas ça, mettez pas ça dans votre portfolio. Mais tout ce qui est rapport avec mettre quelque chose dans un portfolio, pour moi, c'est ça n'a pas de substance en tant que tel, parce que ce que je veux voir si je veux employer quelqu'un, c'est son professionnalisme, son niveau de qualité. Et puis que ce soit un mood board ou des sketchs ou quoi que ce soit d'autre, je le vois tout de suite quand quelqu'un est très bon. Donc ça me suffit que ça soit, peu importe qu'est-ce que c'est. Quand est-ce qu'il faut faire le mood board ou parler du mood board? Donc ça sera défini avec votre équipe, votre client, votre employeur, normalement. Habituellement, on commence avec une première rencontre et là, il faut apporter son calepin de notes et prendre les notes, parce que vous voulez éviter les allers-retours avec le client, vous voulez montrer du professionnalisme. Et puis là, c'est important de prendre les notes. Mais c'est aussi bon de pas se gêner, d'aller faire des allers-retours. Pas trop, c'est sûr. Et il faut qu'il soit bien mesuré. Donc, c'est sûr, c'est difficile de savoir, bon, est-ce que j'en fais trop ou est-ce que j'en fais pas assez. Je leur demande-tu trop leur avis. Il faut pas stresser, il faut y aller comme les choses vont. Si vous êtes bloqué, alors gênez-vous pas. C'est pas grave d'avoir l'air fou, c'est pas grave. Il y a d'autres choses dans la vie. Donc, quand arrêter aussi, c'est quand il n'y a plus rien à retirer et à ajouter. Ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est difficile à juger. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que souvent, on va commencer la première rencontre, va-et-vient. Selon mon expérience, ça dépend du monde, mais souvent, on venait me voir pour avoir des mises à jour. Et quand j'étais bloqué, je me gênais pas, j'ai jamais eu de problème à venir, surtout dans les lieux ouverts où vous êtes tous au bureau. C'est peut-être plus facile, peut-être pas. J'ai eu l'expérience des deux. C'était agréable de pouvoir aller voir quelqu'un à son bureau. On avait comme un peu le principe des écouteurs qui bloquent les sons, donc si la personne ne réagit pas, on fait demi-tour. Elle est trop occupée. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de problématique. Ça doit être encore plus simple. Mais c'est très... Comment je l'ai vécu, c'est assez simple en ligne aussi. Il n'y a pas de complications. Donc ici, désolé pour l'alignement des points. PowerPoint est un peu difficile sur les alignements. Et je n'avais pas le temps. Et c'est quelque chose qui m'affecte, mais j'ai dû faire un sacrifice. Donc, où est-ce qu'on peut faire un mood board? Vous pouvez demander à votre équipe, à d'autres, qu'est-ce qu'eux utilisent, parce que parfois il y a des plateformes qui partagent l'écran, qui partagent comme un peu le travail sur un même en ligne, sur les curseurs partagés, des souris, les va-et-vient, tout ça. Il y a des connus, des plateformes que je dis limitées, comme Canva, Millatone et Figma. Je dis limitées parce qu'ils ont une version gratuite. Et ces plateformes-là, souvent, vous arrivez et puis vous avez un nombre limité de choses que vous pouvez accomplir. Et c'est un attrape un peu. C'est tout le temps un attrape parce que
vous êtes tout le temps sur le bord de devoir payer une version payante. La version gratuite devient rapidement dépassée. Puis je sais pas que je le conseille pas. Ils sont super efficaces. Canva, ils ont tous des outils super. Mais c'est bon de pouvoir se débrouiller sans. Surtout pour ma plateforme, je ne veux pas dépendre de ça. Donc, il y a d'autres moyens. Il y a les trucs gratuits comme Photopea et Krita, les éditeurs d'images. Mais ce que moi je vais prendre pour les devoirs des moodboards et des autres cours, ça va être Google et Draw.io. Donc, je vais probablement montrer comment l'installer et l'utiliser dans les cours, dans les devoirs, dans les présentations de devoirs. Il y a aussi sur Google Drawing Board, quelque chose qui se nomme Drawing quelque chose. Je pense que c'est Drawing Board. Je vais l'essayer éventuellement. J'ai vu du monde l'utiliser sur des cours de Moodboard. Et quel domaine d'expertise utilise? Dans quel domaine est-ce que c'est utilisé? Et bien sûr, dans le jeu vidéo, il y a plusieurs positions qui utilisent les moodboards dans leur processus de création. Donc, les niveaux, surtout les concepts artistiques des niveaux, donc le visuel peinturé, concept art qu'on dit en anglais. L'environnement, c'est pas mal la même chose. Les objets, ils vont avoir des moodboards, le UI aussi, les matériaux qui est de la texture procédurale peuvent ne pas avoir aussi. Les personnages vont en avoir, c'est un des plus recherchés visuellement souvent parce que c'est le personnage qu'on voit souvent en majeure partie du jeu. Et dans quel autre domaine est-ce que ça se trouve? Eh bien, dans les films, ils font des moodboards. Dans les annonces publicitaires, les vidéoclips de musique. En édition, les couvertures de livres, les bandes dessinées, les bandeaux publicitaires et les marques de produits, les logos, les vêtements, les souliers de style, les sites web, la mode. Autres, les concepteurs de mariage, les concepteurs d'architecture, les créateurs de mode, les graphistes. Toutes sortes de concepteurs qu'on nomme designers utilisent des moodboards. Donc pour la section moodboard maintenant, ce que vous allez retrouver dans votre moodboard, vous pouvez commencer avec une playlist de musique, une liste de lecture optionnelle. Dans les devoirs, je donne des points bonus. Je trouvais ce conseil-là de Garrett Salmons. Unlock your creativity. Your creative potential, understanding mood boards. Il dit dans cette vidéo de se mettre dans l'ambiance en créant en premier une playlist, et c'est quelque chose que je fais parfois, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça vous met dans l'ambiance du thème de l'objet de la pièce artistique que vous créez, ce qui vous induit comme dans une espèce de transe où ce que vous habitez le monde que vous créez. Donc après ça, cette liste-là, vous pouvez la partager avec les mêmes personnes, vous pouvez la créer avec ceux qui travaillent sur le même thème. Comme ça peut vous mettre en groupe dans un même mood. Ensuite, il y a une section pour les piliers de conception, les design pillars. Ici, une faute d'orthographe pilier, et ça le prend seulement un L, désolé. Donc, ça sera 3 à 5 mots-clés qui sont un peu comme la cage, la fondation du thème pour pas échapper de ces piliers-là, de pas naviguer un peu trop loin du nid. Ces piliers-là vont encadrer et guider le thème principal. Vous pouvez trouver ces piliers-là
dans la description que votre client fait ou de votre chef d'équipe ou de votre employeur, vous pouvez utiliser la description qu'il vous donne et trouver à l'intérieur des synonymes de piliers qui créeraient vos piliers, des synonymes qui sont plus parleurs que les mots qu'eux auront utilisés. Sinon, il y aurait dans cette section de description un paragraphe. Donc, ça serait comme la description principale, une phrase courte, un paragraphe courte ou 2-3 phrases courtes qui décrit le plus simplement possible en utilisant les synonymes des piliers. Donc, essayer de ne pas utiliser les piliers directement comme ça. Dans les devoirs, vous allez voir, je vais réutiliser les devoirs à votre confirmation. Donc, je vais laisser sur la facture, je laisse des termes de confirmation si vous voulez partager votre devoir aux autres étudiants pour qu'eux-mêmes les utilisent pour se pratiquer. Donc, les antécédents dans la description, ce sont les marques, les dispositions laissées par le passé. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'expérience crée la personnalité. Il faut créer un passé à l'objet, au personnage, à la pièce, dans le monde où elle existe. Donc, quel genre de passé? Ça peut être des antécédents politiques, des révoltes, des guerres, de l'affection envers l'objet, l'usure affectueuse, de l'iconoclasme, où parfois il y aurait des histoires où tout le monde détruisait ses icônes pour telle ou telle raison. Et ça pourrait se trouver sur l'objet, des traces de religion, de votre monde ou de la réalité, de la rouille, de la corrosion, de l'usure, des bris. Et il faut pas tout mettre en même temps. Bien sûr, il faut pas tout mettre ça. Il faut choisir ce qui marche bien. Et si on met tout, ça devient comme une espèce de giblotte de mélange, un blob qui n'a pas de trop de sens. Donc, il faut aussi décrire le processus de construction. Si c'est un objet, disons une épée, il faut dire qu'est-ce qui a été mis comment avec quoi. Il y a des attaches, il y a du métal fondu qui tient quelque chose. Tout ça, ça l'aide à donner de l'histoire. Il faut aussi la même chose pour le personnage. Il faut avoir une histoire qui dit, qui définisse les traits, les cicatrices, les membres coupés, peu importe, tout ce qui peut avoir développé le personnage au cours du temps. La même chose pour les endroits, les lieux. Ça, c'est important aussi. Il peut y avoir des traces de bagarre, des bannières de révolte, des histoires, des bandes ou bien des traces de cœur sur un peu cliché sur un arbre avec le nom, prénom de... Mais ça, c'est très cliché. Une explication pour chaque élément que je viens de lister. Donc, tout ce que vous avez acheté, donnez une explication comme ça. Votre lead, votre client peut questionner et améliorer ou comprendre vos choix. Donc, qu'est-ce qui peut être vu comme un bon élément à expliquer? Ça serait les références techniques qu'on va voir. Les normes de qualité aussi qu'on va voir. Ici, le Q est minuscule, ça me dérange. Des inspirations, les œuvres qui vous ont inspiré pour ce moodboard, le style, la couleur, les couleurs, les polices. Donc, les références techniques, là, ces références-là, cette section-là, c'est plus sur la forme exacte de votre objet, de votre pièce d'art. Et
Donc, souvent en modélisation, il y a un peu comme une fausse dichotomie entre qu'est-ce qui est organique et qu'est-ce qui est surface dure. Donc, parfois un soldat science-fiction, pas comme lui qui est là, mais science-fiction, comme à Halo, l'armure va être plus carrée, on va dire hard surface. Cette armure-là, celle du grec qu'on voit maintenant à l'écran, elle est toujours hard surface, sauf qu'elle a des formes organiques, elle suit les muscles. Donc c'est assez comme c'est pas un noir et blanc. Il n'y a pas hard surface et soit organique. Mais ça serait hard surface dans un sens où ce que c'est dur. Et la peau, ça serait organique. Donc Halo, son costume, il est comme on voit pas souvent sa peau. On la voit même pas du tout presque, à part, je pense qu'elle est fusionnée à son corps ou quelque chose du genre. Donc c'est hard surface all the way, tout au complet. Et puis les props, les accessoires comme le fusil, c'est un accessoire dynamique, mais les autres peuvent être statiques. Comme les boîtes surtout, souvent vont être figées au sol. Donc ça serait de la hard surface, surface dure. Suivant. Bon, les dessins techniques, c'est une autre section qui serait donc avant. Oui, ça. Ça va être des références techniques. Donc la grue qui est ici, c'est l'objet final qui serait un peu trompeur. Mais dans cette section-là, ça serait pas vraiment la grue. Vous auriez plus des références que vous avez trouvées pour faire votre objet et le composer. Donc ça va souvent s'appliquer aux artistes d'objets, d'architecture et de véhicules. Ça va être comme un dessin technique de face, de côté, de haut, tout dépendamment de ce qu'on veut montrer au modeleur 3D. Ou à nous-mêmes, si on est artiste concept, quand on va faire le sketch qui va être similaire à la grue qu'on voit ici. La grue, comme je dis, ça va être plus un résultat final. L'épée, parfois on va chercher des fusils, des vrais modèles de fusils, on va avoir des dessins techniques comme ça. Ils peuvent nous aider avec les grosseurs, les largeurs, tout ça. Ensuite, la typographie pour les artistes UI, ils vont avoir quelque chose de similaire. Si on veut une typographie pour notre jeu, eh bien, unique, eh bien, il y a des artistes UI qui peuvent faire ça. Ils vont faire comme une espèce de UI spec qu'on voit à côté, une spécification de l'interface utilisateur. Donc parfois ça va être le concepteur d'un jeu qui fait tout son jeu, il peut toucher à ça. Ou bien c'est l'artiste UI. Pour les close shots, les gros plans, ça pourrait être face du personnage. Quand on construit un personnage, on veut avoir des références, on va aller chercher plusieurs acteurs et faire des mélanges de nez, de yeux. Des close-up, des gros plans pour avoir bien les traits. Des gadgets qu'il va tenir, les ceintures qu'il va avoir, les boutons, tout ça doit être mis en référence pour l'artiste, les deux artistes, l'artiste 2D qui va faire le concept et le modeleur, et qui parfois ça sera deux en un, surtout dans les petits studios. Dans les AAA, ça sera deux personnes séparées souvent, très souvent. Et puis, on peut mettre des références de plusieurs modèles, comme les deux fusils, c'est des Glock avec une apparence légèrement différente. Dans ces cas-là, on peut mettre des références et dire, ok, on encercle la partie qu'on aimerait mettre sur le fusil final.
Et ces références-là techniques, c'est des références, ça serait des photos. On veut éviter de mettre des illustrations, parce qu'on veut pas répéter des erreurs qui se seraient faufilées par un autre artiste avant. Par contre, les références de qualité, ici on va pouvoir mettre des illustrations des autres personnes, parce qu'on va pas copier ici, on veut avoir une inspiration, un artiste qui a fait une œuvre qui ressemble à qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et les compétiteurs, les artistes qui auraient fait une œuvre qui a le même nom, disons un fusil Glock, une épée de l'époque de 1800 en France, on veut aller voir qui aurait fait les mêmes genres de choses en cherchant les mots-clés similaires sur Google, et de ne pas répéter surtout. On fait ça pour éviter pour voir c'est quoi qui est cliché, qu'est-ce que le monde fait et qui rend les choses génériques. Et aussi des références de standards de qualité qui seraient peut-être pas reliées à l'objet nécessairement, peut-être c'est un effet réaliste qu'on veut rechercher à avoir, qui aurait été fait sur un modèle d'un autre artiste qu'on aurait trouvé sur ArtStation. Et les références sur le style, si on fait un jeu qui est stylisé, qui est plus dessin animé avec des gros yeux, on veut aller chercher des yeux spécifiques d'un style ou qu'on a créé nous-mêmes. Ça peut être aller chercher les lignes d'un artiste de bande dessinée qu'on aime bien, les ratures qu'il fait, d'un autre artiste qu'on veut mélanger avec les yeux de, disons, Rick and Morty, qui sont des petites étoiles. Peut-être qu'on veut utiliser ce principe-là et grossir l'étoile, et juste pour pas que ça copie trop le style Rick and Morty. Et si c'est réaliste, ça va être plus science-fiction, militaire, historique, fantastique, et moins dans les traits, et moins dans la texture, parce qu'ils vont partager une espèce de reflet réaliste qu'on appelle souvent Physically Based Rendering, PBR. Et c'est ça. La palette de couleurs, donc on peut commencer avec des photographies, des illustrations. Donc ça c'est correct, parce que le travail de recherche de couleurs est un travail long, ça prend comme une espèce d'expertise, et puis quand c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Ça vous dit comme les proportions de couleurs, la couleur dominante, quelle proportion est idéale pour l'avoir dans l'écran, toutes sortes de choses. Il y a aussi la psychologie des couleurs, qu'éventuellement je vais parler plus tard, je pense. Donc il y a certaines couleurs comme le rouge, noir et blanc qui va rappeler les nazis, ou l'empereur dans l'Empire dans Star Wars, qui utilise les mêmes couleurs, qui vont rappeler comme l'ordre militaire violent. Donc il y aurait aussi dans cette section les échantillons de couleurs, qui seraient les couleurs principales qu'on choisit. Il faut les limiter. Il y a certaines personnes qui vont dire, surtout en pixel art, qui eux vont choisir super bien leurs couleurs. Ils vont dire prenez 32 couleurs, mais pour des débutants, je dirais que c'est un peu trop 32 couleurs. Ça serait comme quelque chose comme 5 maximum. Donc le cours, je ferai éventuellement un cours d'esquisse, parce que cette section-là en demande. Et puis c'est une expertise en soi, c'est encore plus difficile que le mood board. L'esquisse, ça demande de la pratique, beaucoup de pratique.
et il lui faut un cours pour ça. Donc éventuellement un cours va apparaître, et si je l'oublie de l'ajouter dans la description, quand il sera là, faites-moi signe. Donc ensuite, après avoir fait les silhouettes, donc qui sera dans ce cours là, il va falloir faire les sketchs en perspective. Donc on prend la silhouette et on lui met des dimensions. La silhouette elle serait faite en orthographique, qui est une absence de perspective, et on transformerait avec 2 points ici de perspective. C'est une technique de dessin. Comme ça on peut voir. On peut voir de quoi ça a l'air. Un peu plus réalistiquement. Il y a certaines personnes qui vont vouloir émousser les sens avec étendre le moodboard au moodboard tactile, qui serait d'imprimer en 3D l'objet juste pour voir de quoi ça a l'air dans le monde réel. Ça peut aider, mais ça prend du temps. Donc les turnaround, lorsque vous êtes artiste de prop, d'accessoires, de niveau, surtout hors de niveau, vous faites des prop sheets, qu'on dit en anglais, prop turnaround, ou en français ça serait une feuille de rotation. Et puis on veut aller chercher qu'est-ce qu'on voit pas, et on veut avoir les angles parfaits de face, côté, orthographique. On peut ajouter la perspective après, comme on voit dans les exemples. On peut montrer l'intérieur, on peut montrer les fonctionnalités s'il y a des mécanismes, c'est important pour le modeleur. Les véhicules, la conception de véhicules, souvent dans le AAA, il y a un artiste, il y a un groupe d'artistes seulement sur les véhicules. Surtout lorsque c'est des jeux de véhicules principalement, comme parfois c'est des jeux de guerre avec des véhicules, et il y a des artistes de véhicules spécifiquement. Donc c'est une feuille de rotation aussi, plan de véhicule, un blueprint de véhicule. On peut trouver souvent ça facilement, des véhicules ou toutes sortes d'accessoires. On peut trouver des blueprints, des PDF, des vrais blueprints pour des vrais objets. Mais dans cette section-là, c'est des mock-ups, donc c'est des sketchs résultant de nos recherches, pas les références. Donc l'autre c'est les personnages, la conception de personnages, notre feuille de rotation de personnages. Ici on va aller mettre les objets qui appartiennent au personnage, les items qui sont accrochés après lui. On va aller peut-être faire des close-up comme on voit ici sur l'image, pour aider le modeleur 3D sur les petits détails qu'on verra pas autrement. Et bien sûr, il y a des autres artistes que parfois ça serait des artistes 2D avec parfois ça serait aussi des matériaux procéduraux, des pixel art, recherche de style 2D. Eux aussi font tous des moodboards, et éventuellement ça va faire partie des devoirs des cours que je donne. Donc ça va être tout pour le cours d'introduction au moodboard. Et puis éventuellement, il va y avoir des devoirs que vous paierez seulement la correction. Et j'aimerais essayer ça pour voir comment ça fonctionne bien. Si vous êtes intéressé à un suivi en groupe, faites signe. Je vais vous laisser un lien pour accumuler tous ceux qui sont intéressés. Et plus il y a du monde, plus ça sera possible pour moi de donner un cours de groupe. Ça vous intéresse, donc laissez un message dans les commentaires, et je vous donnerai un lien de mailing list. Comme ça va être plus facile pour moi de vous contacter tous en même temps. J'ajouterai
Donc, un mailing list, c'est que vous rentrez un email et puis je peux vous contacter en groupe lorsqu'il y a assez de monde. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Si vous voulez me supporter, il y a également un lien vers mon Patreon. Merci et à la prochaine.